Bonjour tout le monde. On va voir aujourd'hui les animés par carence en FAB. Donc, on va suivre ce plan, une introduction, quelques définitions, un mot sur l'épidémiologie, le chapitre le plus important qui est la physiopathologie. Ensuite, quand on explique bien les données physiologiques et physiopathologiques, tout le reste, ça va suivre donc avec le diagnostic positif, puisque c'est une question de pathologie. On va voir l'examen clinique, les examens biologiques d'orientation, les examens cliniques, biologiques de confirmation, voir les différentes étiologies, le diagnostic différentiel, et on va finir avec le traitement. Comme définition, c'est quoi les facteurs antipernicieux? On a deux facteurs antipernicieux. On a la vitamine B9 qui est l'acide folique et la vitamine B12. Ces deux facteurs sont exogènes, portés par l'alimentation. Ils ne sont pas synthétisés par le corps. Ce sont des vitamines qui sont hydrosolubles. Les deux vitamines interviennent dans la synthèse de l'ADN d'une façon directe comme la B9 ou bien comme coenzymes comme la vitamine B12 qui sont indispensables puisqu'on est donc dans l'hématopoïèse, donc ils sont indispensables à l'hématopoïèse, essentiellement l'érythropoïèse qui vont permettre donc ils vont assurer la maturation et la multiplication des érythroblastes. On a dit qu'ils sont responsables de la synthèse de l'ADN, donc la multiplication des érythroblastes. La carence en FAB, c'est une anémie qui est macrocytaire, c'est-à-dire le volume des globules rouges qui est supérieur, donc le volume globulaire moyen qui est supérieur à 100. Elle est mégaloblastique. On va voir c'est quoi mégaloblastique. Donc, comme l'anémie Férry-Privé, c'est une anémie microcytaire hypochrome. L'anémie par carence en FAB, c'est une anémie qui est macrocytaire mégaloblastique. La carence en folate, c'est une cause qui est très fréquente d'anémie, donc en Algérie, à cause des déséquilibre entre l'apport et le besoin, donc et parce que le programme, mais elle est de moins en moins fréquente parce qu'on a mis en place un programme de supplémentation systématique en fer et en folding essentiellement chez la femme enceinte. Mais ça reste une étiologie, donc l'anémie en folate très fréquente. L'anémie en B12 par contre, elle est moins fréquente. Donc les plus fréquentes, c'est l'anémie par carence en fer et l'anémie par carence en folate. Ensuite, il y a la carence en B12, mais elle est de plus en plus diagnostiquée. On va voir pourquoi le folate elle est plus fréquente que le B12. On va entamer le chapitre le plus important, qui est le rappel physiologique physiopathologique. Donc, vous connaissez, j'espère tous, ce schéma. Donc, ça, c'est le schéma de l'hématopoïèse. Ça, c'est au niveau de la moelle. On a la cellule souche hématopoïétique qui va donner des progéniteurs myéloïdes et lymphoïdes. Et dans la myéloïde, on a l'érythroblastique, on a la mégacariocytaire, on a la qui va donner, c'est la granulopoïèse, donc qui va donner des granulocytes, que ce soit neutrophiles, basophiles ou eosinophiles, et la lignée monocytaire. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la lignée érythroplastique. Je vous ai montré, je vous montre à chaque fois ce schéma pour vous dire que ces différents processus, ils ont besoin de facteurs. Parmi ces facteurs, donc, ce qui est commun, donc, comme les L3, GMCSF, mais dans la lignée érythroplastique, c'est essentiellement l'érythropoïétine. Ça, c'est pour les facteurs intrinsèques. On a dit que l'érythropoïétine est synthétisée par le rein, c'est pour ça, en cas d'insuffisance rénale, on a une anémie. Mais il y a d'autres facteurs qui interviennent dans la maturation et la multiplication. La maturation, c'est-à-dire la synthèse de l'hémoglobine, donc on a besoin du fer. C'est des facteurs extrinsèques. Et pour la multiplication et la division, on a besoin des facteurs antipernicieux qui interviennent dans la synthèse de l'ADN, comme vitamine B12 et l'acide folique. Donc ce schéma, il montre les différentes cellules, donc le compartiment des précurseurs de
pro-érythroblaste vers réticulocyte, ensuite qui va donner l'érythrocyte. Pro-érythroblaste, plus la cellule jeune, plus la cellule est jeune, plus elle est de grande taille. Plus la basophilie, elle est basophile, c'est-à-dire il y a de l'ARN, il y a de la synthèse. Donc voilà, il y a de l'ARN. Et le noyau, il est de grande taille, la chromatine, elle est fine, et il y a un nucléole, c'est-à-dire c'est une cellule qui est jeune. Voilà. Plus la cellule entame sa maturation, plus elle devient mature, plus la taille diminue, plus le noyau diminue, et plus la basophilie diminue. Et on a la coloration cytoplasme, elle va virer vers l'acidophilie. Dans les érythroblastes, pourquoi? Parce qu'il y a synthèse de l'hémoglobine qui donne cette couleur rosée. Donc, c'est pour ça on a la synthèse d'hémoglobine qui commence au niveau de l'érythroplasme basophile et se termine au niveau de réticulocyte. Ces réticulocytes, donc ça c'est les restes de l'ADN, donc, et c'est la coloration de bleu grisé brillant qui va permettre de mettre en évidence ces réticulocytes qui vont quitter la moelle. Au niveau du sang, au bout de 24-48 heures, on aura une maturation et ils vont donner des érythrocytes ou hématocytes ou globules rouges. Ça c'est l'état normal. Donc, ça, c'est l'état normal. On voit très bien de pro-érythroblaste vers globule rouge, il y a une amplification, c'est-à-dire une division, c'est-à-dire des mitoses, et une maturation, c'est-à-dire synthèse de l'ADN. On a dit plus la cellule est jeune, plus elle est de grande taille. Donc, le VGM, au fur et à mesure, il diminue jusqu'à ce qu'il arrive à 90, une moyenne, donc ce qui est normal. Ça, c'est à l'état normal. Et plus la cellule, elle, subit une maturation, plus le globule rouge ou bien l'érythroblaste sera chargé en hémoglobine, donc TCMH augmente. Ça, c'est à l'état normal, elle donne les différentes cellules. Voilà. Mais si on a un problème de synthèse d'ADN, c'est-à-dire déficit en B9 ou bien en B12. Donc, si on a un déficit de synthèse d'ADN, qu'est-ce qu'il y aura? Donc, il y aura moins de mitose. Donc, qu'est-ce qu'on aura? La taille de la cellule reste donc augmentée. Voilà, il n'y aura pas de mitose. Donc, il n'y aura pas une diminution de la taille de la cellule. Donc, ce qui va donner une macrocytose. Le VGM, il va rester augmenté, ce qui va donner une macrocytose parce qu'il y a inhibition du cycle cellulaire. Il n'y a pas d'ADN. Donc, il y a une inhibition du cycle cellulaire. Donc, du coup, on aura une macrocytose. La maturation, elle se poursuit le plus normalement. Donc, la synthèse de l'hémoglobine, elle se poursuit. Donc, c'est pour ça qu'on a un taux de TCMH ou bien de CCMH, concentration en hémoglobine, qui est normal. Et on aura une macrocytose. Mais sur le plan, donc, sur la moelle, qu'est-ce qu'on aura? On a dit plus la cellule elle est jeune, plus elle est de grande taille. Donc, puisqu'il n'y a pas une division, elle reste de grande taille. Donc, ce qu'on appelle le gigantisme cellulaire, des cellules de grande taille. De grande taille. Et puisqu'il n'y a pas, donc il n'y a pas une division, le noyau reste jeune. Donc, ce qu'on a, donc voilà, c'est les pro-érythroblastes. Donc le noyau, il va rester jeune. C'est pour ça on dit blast. Donc c'est des cellules qui sont jeunes. Ou puisqu'ils sont de grande taille, on dit mégaloblastes. Donc c'est des cellules de grande taille avec un noyau qui est immature. Donc, c'est ça ce qui va passer en cas de déficit en synthèse de l'ADN. Donc, les cellules restent de grande taille, le noyau reste jeune. Pourquoi il y aura une basophilie? La basophilie, elle va persister parce que, puisqu'il y a un déficit de synthèse ADN, donc il y aura un excès en ARN. Donc, on va voir l'hyperbasophilie et la persistance de la basophilie, mais à certains moments, le cytoplasme poursuit sa maturation et il sera chargé le plus normalement en hémoglobine. Donc, on va dire qu'il y a une maturation normale du cytoplasme, mais il n'y a pas une maturation du noyau. Normalement, ça se fait donc en même temps, d'une façon synchrone. Mais puisqu'il y a cette dissociation, on va parler d'asynchronisme, l'asynchronisme nucléocytoplasmique. Cytoplasme subit une maturation normale, mais le noyau, il reste jeune. Et les cellules sont de grande taille. C'est ce qu'on appelle les mégaloblastes.
Voilà les mégaloblastes. C'est pour ça, en cas de carence en B9 ou en B12, on a une anémie qui est macrocytaire de grande taille et mégaloblastique par la présence de mégaloblastes au niveau de la moelle. C'est ça le point le plus important à comprendre dans les rappels physiologiques. Donc, si on comprend ça, le reste, ça va être facile. Puisqu'on parle de la vitamine B9 et B12, on doit parler du métabolisme des deux vitamines. Donc, le métabolisme, ça, c'est à retenir. Ce tableau, c'est à retenir. Les besoins journaliers de la vitamine B9, c'est 50 à 200 microgrammes. En B12, c'est 1 à 2 microgrammes, sans augmenter chez l'enfant, 3 à 5 microgrammes par jour. Chez la femme enceinte, bien sûr, B9 augmente, donc le besoin augmente à 400 microgrammes par heure. C'est les organismes en expansion. Ils ont besoin beaucoup plus de vitamine B9 en cas d'augmentation de consommation. La source principale donc de la vitamine B9, c'est les légumes verts crus. Pourquoi on dit crus? Parce que le B9, elle est thermolabile, elle résiste mal à la cuisson. C'est pour ça les légumes verts crus sont plus riches en vitamine B9. On a les fruits, le foie et le chocolat. Vitamine B12 par contre, elle n'est présente que dans les aliments d'origine animale. Viande, foie, poisson, œufs et fromage. En cas de carence d'apport, il faut que le patient soit végétarien strict pour qu'il développe une carence en vitamine B12. L'absorption donc pour la vitamine B9, elle est au niveau du jejunum proximal comme le fer. Et pour la vitamine B12, c'est l'ilion distal en présence du facteur intrinsèque. On va voir le rôle du facteur intrinsèque. Donc, l'ilion distal en présence de facteurs intrinsèques. Pour le transport, on a dit que le fer, le transporteur, c'est la transférine. Pour la vitamine B9, c'est le folate binding protein FBP. Et pour la vitamine B12, c'est la transcobalamine 2. Pour les réserves, donc, elle est essentiellement hépatique, 5 à 15 mg, mais elle est épuisable en 4 mois. D'accord? Il faut se rappeler de ça. Elle est épuisable en 4 mois. Et on peut retrouver donc B9 donc, forme de réserve dans les tissus à renouvellement rapide, au niveau de la moelle, au niveau de la peau et au niveau du tube digestif. Voilà. Donc si on a des problèmes de peau, donc des squames, en cas de psoriasis, il y a des squames, il y a des squamations. Donc qu'est-ce qu'on aura? Quand il y a des squames, c'est le B9 qui va être. Donc il y aura une diminution de B9 parce que il y a une forme de réserve au niveau de la peau. En cas de consommation excessive, on aura une diminution de la vitamine B9. Pour la vitamine B12, elle est hépatique de 4 mg, mais elle est suffisante pour 4 à 5 ans. C'est pour ça qu'on a les carences en B9 qui sont plus fréquentes que la carence en B12. Pour que le patient développe une carence en B12, il lui faut donc 5 ans ou 4 ans sans vitamine B12 pour qu'il développe l'anémie. Par contre, les réserves de B9 sont de 4 mois. Au bout de 4 mois, c'est bon. Il y aura plus de B9. Donc c'est pour ça les sujets développent beaucoup plus l'anémie par carence en B9 ou bien en fer que de carence en vitamine B12. Voilà. L'élimination elle est minime, donc urinaire fécale pour la B9, elle est urinaire biliaire pour ça, c'est tout le reste, c'est à retenir. Le rôle, bien sûr, vitamine B9 intervient dans la synthèse de l'ADN d'une façon directe. On va expliquer comment ça direct. C'est un donneur de méthyle dans la synthèse de l'ADN pour donner de la thymidine. Et pour la vitamine B12, elle intervient comme coenzyme, donc d'une façon indirecte. Et elle a un deuxième rôle qui est l'action sur la myéline des fibres nerveuses, donc sur le système neurologique. Le dosage, donc le taux plasmatique de B9, c'est 5 à 15 microgrammes par litre. Activité intra-érythrocytaire est supérieure à 200, donc ce qui reflète vraiment
vitamine B9, c'est le dosage intra-érythrocytaire. Pour le taux plasmatique de la vitamine B12, il est entre 200 à 500. Voilà pour le métabolisme. Ce tableau, c'est à retenir. Là, je vais vous expliquer comment se passe donc d'une façon simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, il y a les aliments qui arrivent au niveau de l'estomac, qui vont être, donc, il y a les polyglutamates, c'est l'acide folique, donc polyglutamates liés à des protéines, grâce, donc l'acidité et protéase, elle va être dissociée. Ensuite, il y aura polyglutamate qui sera libre. Après l'action de conjugase, il y aura les polyglutamates vont donner des monoglutamates qui vont être absorbés, qui vont être absorbés au niveau du génome proximal, la partie proximale. Ensuite, il va être transporté au niveau du sang par le facteur binding protéine. Il va être utilisé. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Voilà pour le... Ça, c'est pour la B9. La vitamine B9. Pour la vitamine B12, ce qui est important, donc les aliments qui sont riches en protéines animales riches en vitamine B12 arrivent au niveau de l'estomac. Grâce à l'hydrolase, ils seront dissociés donc des protéines animales. Donc on aura de la vitamine B12 qui sera libre. La vitamine B12 qui sera libre. Mais grâce au facteur intrinsèque, elle va être liée au facteur intrinsèque qui est libéré par les cellules phendiques de l'estomac. Avec le facteur intrinsèque, il va être lié, donc le bleu c'est vitamine B12 et tout ce qui est en mauve c'est le facteur intrinsèque. Donc après la liaison de la vitamine B9 au facteur intrinsèque au niveau de l'estomac, ils vont être absorbés au niveau de l'ilion distal. Donc voilà comment ça se fait le mécanisme de l'absorption de la vitamine B12. Ensuite, il y a un récepteur au niveau de l'ilion qui va permettre à la vitamine B12 de traverser. Ensuite, au niveau du sang, c'est le transcobalamine qui va prendre le relais et transporter la vitamine B12. Donc voilà le mécanisme de métabolisme de la vitamine B9 et de la vitamine B12. On va expliquer un petit peu ce schéma donc, qui va nous montrer le rôle de la vitamine B9 et la vitamine B12. C'est l'action des deux dans la synthèse de l'ADN. Vous allez voir que c'est un schéma qui est complexe, mais on va essayer de le simplifier. Donc, on a dit au niveau des aliments, on a des polyglutamates qui vont être par conjugase transformés en monoglutamates. Ces monoglutamates vont être transformés en méthyltétrahydrofolate. C'est la forme circulante, c'est ça la forme circulante. Donc c'est le méthyltétrahydrofolate qui va être transformé en une forme qui est fonctionnelle, qui est tétrahydrofolate, c'est ça la forme fonctionnelle, d'accord? Mais grâce à un coenzyme qui est méthionine synthétase, qui est méthylcobalamin, qui est la vitamine B12. Donc voilà, l'alimentation à acide folique qui va donner 5-méthyl-THF, tétrahydrofolate, et grâce à la vitamine B12, elle va donner tétrahydrofolate. Donc, c'est la vitamine B12 qui joue un rôle comme coenzyme. Mais ensuite, tétrahydrofolate, il va rentrer dans des réactions et il va donner le groupement donc méthyle qui va permettre la synthèse de la thymidine, qui est une base de l'acide nucléique qui est remplacée par l'uridine pour la ARN. Donc voilà comment intervient B9 dans la synthèse de l'ADN d'une façon directe. Mais la vitamine B12, c'est d'une façon indirecte. Elle va transformer le méthyltétrahydrofolate en tétrahydrofolate. C'est comme coenzyme. Ça, c'est le rôle dans la synthèse de l'ADN. Dans la synthèse de l'ADN. Donc, B9 d'une façon directe, B12 d'une façon indirecte. Deuxième rôle de la vitamine B12, c'est quoi? On voit que dans il y a une autre réaction. Donc, c'est quoi? C'est que la vitamine B12
elle transforme l'homocystéine en méthionine. Ensuite, méthionine sera transformée en SAM, c'est-à-dire le S-adénosylméthionine, qui a un rôle très important dans la biosynthèse des neurotransmetteurs. Elle a une action sur la myéline, d'accord. Donc c'est ça le rôle neurologique sur le système neurologique. Donc voilà, j'espère que vous avez compris l'action des deux vitamines. En résumant, donc en cas de carence en FAB, on aura un blocage de synthèse de l'ADN, donc un blocage des cellules en phase S, ce qui va donner une diminution des mitoses, diminution des multiplications, donc atteinte des cellules à renouvellement rapide. Donc elle va agir sur les cellules sanguines et sur les muqueuses, parce que les muqueuses, c'est des cellules à renouvellement rapide. Donc on aura un retentissement sur les muqueuses, essentiellement digestives par l'atrophie, donc glossite, diarrhée, certains degrés de malabsorption, et les muqueuses vaginales atrophiques. Sur les cellules sanguines, qu'est-ce qu'on aura? Donc on a expliqué ce qui va se passer. Donc, on aura un retard de maturation nucléaire avec maturation cytoplasmique qui est normal. Donc, c'est l'asynchronisme cytoplasmique. Ces mégaloblastes, les mégaloblastes, c'est des cellules géantes, mais elles sont fragiles, elles ne sont pas fonctionnelles, donc elles sont fragiles. Qu'est-ce qu'il y aura? Une destruction de ces globules rouges. Toute chose qui n'est pas fonctionnelle dans le corps, elle sera détruite. Ça, c'est logique. Donc, on aura mégaloblastes fragiles qui vont être détruites au niveau de la moelle. Ils sont fragiles, donc ils vont être détruites. Ce qu'on appelle l'hémolyse. Mais ça, c'est l'hémolyse intramédulaire, l'avortement intramédulaire. C'est pas vraiment comme les anémies hémolytiques. Non. C'est petit hémolyse des mégaloblastes fragiles, ce qu'on appelle l'avortement intramédulaire. C'est pour ça, en cas de carence en FAB, on trouve un bilan d'hémolyse qui est légèrement positif et on retrouve le subictaire qui est le signe de l'hémolyse, le subictaire conjonctival. Mais ce n'est pas une anémie hémolytique, c'est une anémie d'origine centrale. Le problème, il est central, donc elle est arégénérative. Dans les anémies hémolytiques, l'anémie, elle est régénérative. Il y a l'hémolyse périphérique, donc le problème, il est périphérique, donc l'anémie, elle est régénérative. Mais dans la carence en FAB, l'anémie, elle est centrale. Donc, c'est un défaut de synthèse d'ADN. Voilà. Donc, on aura, mais puisqu'il y aura les mégaloblastes, il y a l'avortement intramédulaire. Donc, voilà le mécanisme physiopathologique. Ça, c'est pour le BNF-B12. La particularité de la B12, en cas de carence en B12, il y a une altération de la synthèse de la méthionine et du complexe SAM. D'accord? Donc, il y aura défaut de synthèse de protéines basiques de la myéline. Donc, problème au niveau de la myéline, ce qui va donner le syndrome neuroanémique. On va détailler ça dans la clinique. C'est quoi le syndrome neuroanémique? J'espère que c'est clair pour vous. Comme ça, ça va être facile pour le diagnostic positif, que ce soit sur le plan clinique ou biologique et le diagnostic étiologique. Résumons donc tout ce qu'on vient de dire. Carence en FAB, il y a atteinte des tissus renouvellement rapide et il y a une démyélinisation en cas de vitamine B12. Démyélinisation, ça va donner le syndrome neuroanémique. Ça, c'est spécifique pour la carence en vitamine B12. Et ça, tissu renouvellement rapide, on a soit sur les muqueuses, soit les cellules sanguines, ce qu'on va avoir, mais macrocytose, mégaloblastose, l'avortement intramédulaire. Et puisqu'il y a atteinte de la synthèse de l'ADN, on peut avoir l'anémie, bien sûr, on a l'anémie au premier plan, mais on peut avoir l'atteinte des autres lignées. Donc, parce qu'il n'y a pas une division, il y a atteinte de la synthèse de l'ADN qui est indispensable pour toutes les cellules. Donc, il y aura un problème au niveau des globules blancs. Et également, on peut avoir une leucopénie et un problème dans la thrombopoïèse, donc une thrombopénie. Voilà. On va entamer le chapitre du diagnostic. Donc, comme toute question de pathologie, donc on commence avec les circonstances de découverte. On a circonstances de découverte, l'interrogatoire, l'examen clinique, examen biologique, les examens d'orientation et les examens de confirmation. Pour les circonstances découvertes ou bien motifs de consultation, le patient vient pour l'asthénie.
pour une asthénie, une fatigabilité, pour une pâleur, donc pour le syndrome, symptomatologie d'un syndrome anémique, donc pour un syndrome anémique. Il peut consulter pour une symptomatologie digestive. Il peut se consulter pour des troubles neurologiques. Donc, ça c'est pour circonstance découverte. Pour signe d'appel, donc une autre pathologie associée, ou bien découverte fortuite lors d'un bilan. Puisque l'installation elle est progressive, l'anémie elle est tolérée, donc elle va donc s'il fait un bilan systématiquement d'une façon systématique, il va retrouver une anémie. Voilà. Voilà. Donc, pour l'examen clinique, on a le syndrome. Donc, on a dit les cellules à renouvellement rapide, les cellules sanguines et les muqueuses. Donc, les cellules sanguines, on aura au premier plan le syndrome anémique. Le syndrome anémique, c'est quoi? Les signes fonctionnels, c'est le vertige, le céphalée, bourdonnement d'oreille, l'hypotémie, palpitation, le corps il va essayer de compenser donc le cœur il va essayer de compenser, donc on aura une tachycardie, etc. Donc ça, c'est les signes subjectifs, c'est les signes fonctionnels que le patient va nous donner comme information. Les signes physiques, c'est l'aspect donc, une pâleur cutanémeuse. On peut retrouver un subictère qui est dû à l'avortement intramédulaire. Voilà. Les signes digestifs, on a essentiellement l'atrophie des cellules épithéliales buccales et digestives. Donc, buccale, on a la glossite atrophique, c'est la glossite inter, c'est une langue qui est lisse, des papilles vermicées, abrasées, et dyspeptique, c'est les crampes, brûlures épigastriques, irritation, anorexie, etc. Les diarrhées, on a une diarrhée pâteuse, indolore, postprandiale ou en fin de journée, ça signe des signes digestifs. Donc, en cas de carence en femme, il y a les signes syndrome anémique et les signes digestifs. Voilà donc la langue et la glossite de inter. Qu'est-ce qu'on a en cas de vitamine B12? Il y a le syndrome neuroanémique. C'est quoi le syndrome neuroanémique? Il est inconstant, mais il peut apparaître même en absence d'anémie. Et il y a un risque de séquelles invalidantes. Donc, le tableau de sclérose, ce qu'on appelle le tableau de sclérose combinée de la moelle. C'est-à-dire, au début, on a des troubles subjectifs. Le patient il va se plaindre de paresthésie, de fourmillement au niveau des extrémités, fatigabilité. Ensuite, à stade avancé, il y a l'installation neuroanémique. Donc, il y a d'abord le syndrome coordonal postérieur, c'est-à-dire atteinte de la sensibilité profonde avec ataxie et syndrome positif. Ensuite, l'atteinte du faisceau pyramidal, donc syndrome pyramidal, un Babinski qui est positif, réflexe cutano-plantaire qui est en extension et diminution de la force musculaire. Voilà donc le syndrome neuroanémique. Donc, installation progressive. Il commence avec des signes subjectifs. Ensuite, il y a l'atteinte de la sensibilité et d'équilibre. Ensuite, syndrome pyramidal. Jusqu'à un stade très avancé, c'est la paraplégie spasmodique. Donc, c'est la paraplégie spasmodique, c'est irréversible. Il y a des troubles psychiques associés. Il y a d'autres pathologies, d'autres signes comme l'hyperpigmentation cutanée, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout le syndrome anémique et les signes digestifs. En cas de carence en vitamine B12, c'est des signes neurologiques. Ça, c'est pour rechercher. Et on a le signe donc qu'on peut rajouter, c'est le subictère dû à l'avortement intramédulaire. On peut retrouver parfois un œdème rétromalléolaire, etc. Donc voilà pour les signes cliniques. Donc un bon interrogatoire pour rechercher les signes fonctionnels et un examen minutieux pour rechercher tous ces signes. On a suspecté le patient est consulté pour syndrome anémique, donc on fait un hémogramme. Qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau de l'hémogramme? Donc on va retrouver une anémie qui est taux d'hémoglobine qui est inférieur à 13 chez l'homme, 12 chez la femme et 10,5 chez la femme enceinte. Une macrocytose, c'est-à-dire VGM qui est supérieur à 100 pentolitres. Une normochromie et l'anémie, elle est d'origine centrale, elle est arégénérative. On a dit que les autres lignées peuvent être touchées. On peut retrouver une leucopénie, on peut retrouver une thrombopénie. Donc, on aura soit anémie isolée, soit bicytopénie, soit pancytopénie. Donc, voilà. On fait le frottis sanguin pour confirmer nos données hématométriques. Donc, on aura la macrocytose. Donc, on va retrouver la macrocytose. Il y a un autre point
très spécifique des carences en Fab. C'est les PN hypersegmentés. On a vu dans les mathémétries qu'il y a une formule d'Arnett, les lobes, les polynucléaires et les polylobés. Polynucléaires neutrophiles et polylobés, en moyenne 3. Donc, s'il y a un excès plus de 4 à 5 lobes, donc il y a des PN qui sont hypersegmentés. J'ai mis quelques remarques en rouge. Ça, c'est des moyens de surveillance. L'hypersegmentation des PN, elle est précoce, c'est le premier signe qui apparaît avec l'installation de l'anémie, et c'est le dernier signe qui va disparaître. C'est-à-dire, si on a un patient qui vient, déjà, il a été traité par, il avait une anémie, et il a été mis sous BNF, mais quand il vient chez nous, si on fait le dosage, si on fait, ça va pas être, parce que il a pris du BNF. Les résultats vont être faussés. Donc, on a faussé les résultats. Donc, il y a quelques signes qu'on peut, on peut les rechercher comme l'hypersegmentation. Si on fait un profil, il y a toujours l'hypersegmentation. Donc, effectivement, notre patient, il avait une carence en Fab. Il y a notre remarque. On a dit que l'anémie par carence en Fab, elle est macrocytaire. On a dit que l'anémie fériprive, elle est microcytaire. Si on a une macrocytose, il y a un autre mécanisme qui tend vers la microcytose. Qu'est-ce qu'on aura? Une normocytose. Si on a une anémie mixte, par exemple carence en fer et en B9, ou bien une carence en fer et en B12, qu'est-ce qu'on aura? Au niveau de l'hémogramme, on a une normocytose. Hypochromie parce qu'il y a une diminution de la synthèse d'hémoglobine, parce qu'il y a un déficit en fer. C'est clair. Mais pour rechercher la double population, on doit faire, pour confirmer le frottis sanguin, on va retrouver au niveau du frottis une double population. Des macrocytes et d'autres des microcytes, c'est la double population, c'est la nésocytose, différence de taille. D'accord, ça c'est une remarque, on ferme la parenthèse. On revient à notre cours. Ça, c'est en cas d'anémie mixte, on aura une anémie qui est normocytaire, hypochrome, à régénératif. Au niveau du frottis, il y a une double population. Parce qu'on peut vous donner un cas clinique avec une anémie mixte. Par exemple, si on a, puisque le site d'absorption de la BNF et du fer, c'est le même site, si on a un problème au niveau de ce site, donc il y aura une diminution du fer et de la BNF. Donc on aura une anémie mixte. Voilà, on revient à notre carence en Fab. On a dit les indications de la moelle. On a une anémie macrocytaire normochrome à régénérative. On a soit une bicytopénie ou bien une thrombopénie. Donc, indication d'un midélogramme. Qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau du midélogramme? La moelle, elle est riche. On aura une hyperplasie de la ligne érythroplastique. La moelle, elle va essayer de compenser. Il y a une anémie, elle va essayer de compenser. Qu'est-ce qu'on va retrouver également? Des mégaloblastes. On a expliqué c'est quoi les mégaloblastes, c'est des cellules érythroplastes de grande taille, le noyau il est jeune, le cytoplasme abondant et basophile parce qu'il y a reste de l'ADN. Il y a l'asynchronisme nucléocytoplasmique, il y a la mégaloblastose. La mégaloblastose, c'est un signe également de surveillance qui est précoce mais qui disparaît dès le début du traitement. Voilà. Les myélocytes métamyélos sont de grande taille et les mégacaryocytes sont hypersegmentés. Voilà. Donc, au niveau du frottis, il y a la macrocytose. Les PN sont hypersegmentés. C'est un signe pratiquement spécifique de la carence en Fab. Et on a la mégaloblastose des cellules de grande taille, la basophilie qui persiste. Vous voyez, le noyau, il est jeune. Mais là, c'est un érythroplasme qui est polychromatophile. Donc, vous voyez que le cytoplasme, il tend vers la cytophilie. Mais elle est de grande taille, le noyau il est jeune, il a une chromatine fine en rayon de roue. Donc vous voyez, là il y a des nucléoles, voilà, et la basophilie. Donc il y a toujours la basophilie parce qu'il y a un excès en ARN puisqu'il y a un déficit en ADN. Voilà donc pour la cytologie. On peut, donc on a dit il y a un avortement intramédulaire, si on fait un bilan d'hémolyse, on retrouve un bilan d'hémolyse légèrement positif. Ça, on va pas s'attarder sur ça, on va voir c'est quoi le bilan d'hémolyse en détail dans le cours de l'hémolyse. Mais pourquoi on a de l'hémolyse positive, donc de l'hémolyse dans la carence en Fab? Parce qu'il y a un avortement intramédulaire, c'est pas une anémie hémolytique. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Et puisqu'il n'y a pas de la vitamine B12, il y aura un excès en homocystéine. L'homocystéine, elle est responsable parfois de thrombose. Voilà.
Pour la biologie, bien sûr, je vous parle des grandes lignes et le pourquoi des choses. Voilà. On va On a les examens d'orientation, on doit confirmer notre diagnostic. Comment on confirme notre diagnostic? C'est soit le dosage, donc vitamine B12 inférieure à 200, soit le test thérapeutique. C'est comme le fer, mais il y a une chose. Le fer, on donne à dose thérapeutique, mais la vitamine B12, on donne de la vitamine B12 à dose physiologique, 1 à 2 microgrammes par jour pendant 3 jours. Préférence donnée par voie injectable. On donne par voie injectable pour s'il y a un problème de malabsorption, on évite ça. Par voie injectable. Et on guette la crise réticulocytaire entre le 5e et le 10e jour. On fait des réticulocytes 5e jour. S'il n'y a pas de crise réticulocytaire, c'est-à-dire réticulocyte supérieur à 120 000, on refait au bout de 10 jours. S'il n'y a pas une crise réticulocytaire, on passe à la vitamine B9. On fait un test thérapeutique à la vitamine B9 qui consiste à introduire la vitamine B9 100 à 200 microgrammes à dose physiologique 3 jours et l'hyperréticulocytose elle sera franche au bout du 5e, 10e jour. Pourquoi de tests thérapeutiques? Bien sûr, il y a les autres méthodes, c'est le dosage. Ils sont pas, pour les dosages, sont pas très fiables, donc on préfère les tests thérapeutiques. Voilà, parce que pour le BNF, il faut faire vraiment le dosage intra-érythrocytaire. C'est pas tous les labos qui font ça. Et pour la B12, il faut refaire vraiment le dosage parce que ça diffère d'un labo à un autre. Donc, le test thérapeutique, il est plus fiable. Mais il y a un point très important en des carences en FAP. Il faut toujours commencer et débuter par la vitamine B12 afin d'éviter le piège à folate. C'est quoi le piège à folate? Je vais vous expliquer c'est quoi le piège à folate. On a vu déjà ça, donc les rôles de la vitamine B9, B12. La forme fonctionnelle, on a dit que c'est la THF. Supposons que ce patient il a un problème, une carence en vitamine B12. Il a une carence B12. Donc, il n'y a pas de THF. Parce qu'il n'y a pas le coenzyme. Il n'y a pas de la vitamine B12, donc il n'y a pas un problème au niveau de la synthèse des neurotransmetteurs. Donc, on a double problème. Voilà. Si on donne de la BNF, donc nous, quand on donne de la BNF, c'est de la BNF qui est fonctionnelle. C'est de la THF directement. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on aura? La correction, donc la synthèse de l'ADN, elle va s'effectuer le plus normalement. Parce qu'on a court-circuité ça. Mais on n'a pas réglé le problème de troubles neurologiques. Et comme ça, on va corriger l'anémie. On dit effectivement, le patient il a une carence en BNF. Parce que c'est ça le piège au folate. Donc, le folate, elle peut corriger l'anémie même si on a une anémie par B12. Parce que l'action directe, c'est le folate qui a une action directe. Et le B12, elle a une action indirecte. L'alimentation, elle apporte une BNF qui n'est pas fonctionnelle. Donc, elle doit subir quelques modifications, des réactions. Mais quand on donne à pour traiter, donc on donne directement fonctionnel. Donc, on va court-circuiter cette chaîne et on va aboutir directement à la synthèse de l'ADN. Comme ça, on va corriger l'anémie, mais on ne va pas corriger les troubles neurologiques. Après, le patient n'a pas d'anémie. On ne va pas penser à la carence en FAP parce qu'on a réglé ce problème. Donc, on ne va pas doser de la vitamine B12 jusqu'à ce que le patient il va développer les troubles spasmodiques qui sont irréversibles. Vous voyez, c'est ça le piège à folate. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la vitamine B12. Si on a une crise réticulocytaire, donc on va régler le problème de la synthèse de l'ADN, donc puisqu'on n'a pas de problème BNF, donc on n'a que le problème B2. Donc cette chaîne, elle va reprendre, donc on aura la synthèse de l'ADN, on va régler le problème de troubles neurologiques et le problème de l'anémie. Si on n'a pas une crise réticulocitaire par la vitamine B12, c'est-à-dire il n'y a pas de B9, donc on fait le test à B9. C'est ça ce qu'on appelle éviter le piège à folate. Donc, une fois on a posé notre diagnostic,
on doit rechercher l'étiologie. Les étiologies, donc il y a les carences en B9 et il y a carence en B12. L'étiologie en cas de carence B9, c'est on a soit carence d'apport, ça c'est à retenir également. Donc, euh, carence d'apport, c'est la malnutrition, accroissement des besoins chez les multiparents, grossesse gémellaire, allaitement et prématuré. C'est les organismes en expansion. C'est pour ça, dans l'interrogatoire, on va demander combien vous avez eu de grossesses, est-ce qu'ils sont espacés ou non, voir l'état des réserves, la nutrition, est-ce qu'elle est riche en légumes ou non, protéines animales ou non, etc. Malabsorption, c'est essentiellement la maladie cœliaque ou bien un problème au niveau du jugénat. Affection du grêle, il y a un excès d'utilisation, donc comme le psoriasis, donc il y a des squames qui vont se détacher, donc il y a de la bénéfice qui va être perdu. Donc c'est ça, c'est excès d'utilisation, c'est un excès d'utilisation comme le psoriasis. Et même, il intervient BNF dans la synthèse des cellules à renouvellement rapide. Voilà. Donc, excès d'utilisation. On va utiliser le BNF en excès. Les anémies hémolytiques, parce qu'il y a destruction des globules rouges et à chaque fois, ils demandent de la BNF. Ils demandent de la BNF. Donc, il y a un excès d'utilisation. C'est pour ça, en cas d'anémie hémolytique, on donne BNF à titre préventif. Perte excessive comme dialyse, insuffisance hépatique. Défaut d'utilisation, il y a des médicaments qui sont antifoliques, comme méthotrexate, le Bactrim, donc ça, c'est anti-infectieux. Donc, méthotrexate, quand on donne de méthotrexate à haute dose en cas de pathologie ou néoplasie, donc on doit supplémenter en B9. Voilà les causes les plus fréquentes, c'est carence d'apport, augmentation des besoins, perte excessive, défaut d'absorption et défaut d'utilisation. L'excès d'utilisation. Donc c'est très important de parler de ces différentes étiologies. Pour les étiologies de la vitamine B12, on a soit carence d'apport, mais le plus important et la cause la plus fréquente, c'est malabsorption. Cause d'apport, c'est vraiment exceptionnel chez les végétariens stricts. Et c'est à partir de 4 à 5 ans que le patient ne consomme rien pour qu'il développe une anémie par carence en vitamine B12. Donc, elle est moins fréquente que malabsorption. La cause la plus fréquente, c'est la malabsorption. La malabsorption, soit d'origine gastrique, soit d'origine intestinale. D'origine gastrique, on a deux. On a vu que au niveau de métabolisme de B12, quand la vitamine B12 arrive liée aux aliments protéines animales, elle va être dissociée. Donc, soit on a un problème de dissociation, donc la vitamine B12, elle ne sera pas libre, donc elle ne sera pas liée à un facteur intrinsèque. Du coup, elle ne sera pas absorbée. Premier point. Donc, ça, problème gastrique. On parle du problème gastrique, on a deux. Soit le problème de mal-dissociation, il y a le deuxième problème, c'est un problème du facteur intrinsèque. Elle est dissociée, la vitamine B12 des protéines animales, mais il n'y a pas de facteur intrinsèque. D'accord? Soit une gastrectomie 2 tiers inférieure, donc il y a un problème, il n'y a pas de cellules Fendick qui vont sécréter du facteur intrinsèque, ou bien un problème immunologique, on va voir, c'est l'anémie de Biermer qui va s'attaquer aux cellules Fendick, donc c'est des anticorps anti-facteur intrinsèque. Donc il n'y aura pas de facteur intrinsèque. Arrivé, quand la vitamine B12 arrive à l'ileum distal, il n'y aura pas d'absorption parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de facteur intrinsèque qui va faciliter l'absorption. Donc, soit un problème gastrique, il y a les deux, problème facteur intrinsèque ou bien problème de dissociation, soit au niveau de l'ilion distal, c'est les différentes pathologies qui peuvent toucher l'ilion distal, une résection, la maladie de Crohn, le lymphome intestinal, etc. Donc, ça, c'est les deux points les plus importants. Malabsorption, c'est la cause la plus fréquente. Et puis, il y a les carences d'apport chez les végétariens stricts. Et il y a les causes congénitales quand il y a un problème de transporteur, c'est un défaut de synthèse de transcobalamine 2. Donc, voilà. C'est quoi l'anémie de Biermer? L'anémie de Biermer, c'est une anémie par carence en B12. C'est une malabsorption gastrique parce qu'il y a un défaut de facteur intrinsèque dû à une gastrite atrophique, un problème Fendick, donc d'origine auto-humaine. D'accord? Il y a des anticorps anti-facteurs intrinsèques.
D'accord? Donc, cliniquement, on a les signes de l'anémie, les signes de la carence en B12, généralement, on a des signes neurologiques. Il y a souvent, c'est un élément d'orientation, donc, ça nous aide dans la démarche diagnostique. Souvent, on a un terrain d'auto-immunité, donc on a diabète associé, un vitiligo, etc. Biologique, donc voilà, c'est la même biologie, anémie macrocytaire non propre régénérative. Il y a la mégaloblastose médulaire, la vitamine B12 elle est effondrée et le test à la vitamine B12 elle est positive. Le test de Schilling, c'est un test qui est abandonné. Ça permet, c'est en médecine nucléaire, ça passe sur la radioactivité, donc il va nous indiquer le site de la malabsorption. Voilà. Donc, on va saturer le corps par la vitamine B12 par des injections en IM. Ensuite, le patient va prendre par voie orale de la vitamine B12 qui est marquée. Donc, elle est marquée, cette vitamine B12. Ensuite, on va quantifier la radioactivité au niveau des urines. S'il y a un problème de malabsorption, il n'y aura pas de radioactivité. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a un problème de malabsorption. Ensuite, on rajoute du facteur intrinsèque. Si on a une radioactivité au niveau des urines, donc le problème, il est gastrique. Donc, il y a un problème au niveau du facteur intrinsèque. S'il n'y a pas de radio, même si on rajoute du facteur intrinsèque par voie orale, on corrige par le facteur intrinsèque, la vitamine B12 marquée, on ne la retrouve pas dans les urines. Donc, le problème, il n'est pas gastrique, il est intestinal. Donc, ça permet de localiser le déficit, mais ce test, il est abandonné. Donc, on pratique, pour la vitamine B12, on pratique une fibroscopie oesogastrodiodénale et on va retrouver une atrophie phendique. On fait la biopsie, on va retrouver une gastrite atrophique phendique avec un filtrat lymphocytaire. Si on fait le bilan immunologique, c'est la présence d'auto-anticorps antifacteurs intrinsèques et les anticorps anticellules pariétales. Donc voilà, le traitement il consiste à injecter de la vitamine B12 à vie et il faut contrôler à chaque fois par des fibroscopies chaque 2 ans avec biopsie parce qu'il y a risque de transformation et de cancérisation. Voilà pour l'anémie de Biermer. Le diagnostic différentiel avec les anémies macrocytaires, donc on a soit les anémies macrocytaires arégénératives, soit les anémies macrocytaires régénératives. Pour les arégénératifs, on a essentiellement le syndrome myélodysplasique et la leucémie LAM6, leucémie aiguë myéloblastique 6 érythroleucémie, ou bien la non mégaloblastique, c'est l'alcoolisme, l'hypothyroïdie, cirrhose. Et pour les anémies régénératives, c'est les hémorragies et les anémies hémolytiques comme diagnostic différentiel, ça c'est pas. Donc, généralement, le tableau de carence en FAP, il est évident, il est facile, donc le diagnostic, il est facile à poser. Voilà, il y a le contexte, il y a la clinique, les différents signes, surtout anémiques et les signes digestifs. Pour la vitamine B12, il y a la carence en vitamine B12, il y a les troubles neurologiques. On a plusieurs éléments d'orientation, la macrocytose, mégaloblastose, PN hypersegmenté, etc. Et on confirme par les tests thérapeutiques. On recherche bien sûr surtout l'étiologie. Pour le traitement, on a la vitamine B12 par voie injectable. On a des ampoules de 100 et de 1000 gamma. On donne soit 1000 gamma un jour sur deux ou bien 100 gamma une fois par jour si on a des signes neurologiques jusqu'à disparition des signes neurologiques. Ou bien on donne un jour sur deux, chaque jour pendant une semaine, ensuite chaque semaine pendant un mois, ensuite chaque mois si c'est une anémie de Biermer, c'est à vie. Pour l'acide folique, on donne ce sont des comprimés de 5 mg, on donne 20 mg de comprimés 2 fois par jour pendant 2 mois pour rétablir les réserves. Donc voilà pour le traitement. Pour la surveillance, on a logiquement une ascension de réticulocytes, c'est la crise réticulocytaire. Normalisation au bout de 3 à 10e jour. L'hémoglobine, c'est au bout de 1 à 2 mois. Bien sûr, le dernier signe qui disparaît, c'est le PN hypersegmenté. Le premier signe qui disparaît, c'est la mégaloblastose. Donc voilà
Ce qu'il faut retenir en vitamine B9, B12, c'est surtout le métabolisme, donc l'absorption. Les aliments qui sont riches en vitamine B9 et B12, le site d'absorption, les réserves, etc. Le tableau à retenir, les signes cliniques, les signes biologiques. Si vous avez bien compris la physiologie, donc tout ça, ça va être facile. Et bien sûr, surtout les étiologies. Après, le traitement, il est donc le traitement, c'est le voie injectable et il y a la voie orale. C'est bien détaillé dans vos cours. Ben, l'anémie mégaloblastique carentielle et le diagnostic il est facile. La carence intéresse les folate et vitamine B12. La carence est rencontrée surtout l'insuffisance d'apport et lors de grossesse, pas donc les organismes d'expansion pour le BNF et une malabsorption pour la B12. Ben, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été bénéfique. Je vous souhaite bon courage, et prenez soin de votre santé. À la prochaine vidéo. Inch'Allah.